Nouvelle session de l'information sur la télévision nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Dans le département des Collines, le gouvernement sort des populations de l'obscurité via l'énergie solaire. 2 mini-centrales ont été mises en service. On fait le point dans ce journal. Journée mondiale de lutte contre le sida, c'est aujourd'hui. Le Conseil départemental de lutte contre le paludisme, la tuberculose, le VIH-sida, les hépatites et les épidémies a organisé ce dimanche une séance de sensibilisation. Et puis, Glehouehoué 2019 a été lancé. Cette fête identitaire qui existe depuis plus d'un siècle est un moment de retrouvailles entre les fils et filles de Ouida. Les temps forts de l'événement sont à suivre dans cette édition. Aujourd'hui, 1er décembre, je vous le disais dans les titres, c'est la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Le Bénin, à l'instar des autres pays, célèbre l'événement. À cette occasion, des autorités gouvernementales, le corps diplomatique et les membres du système des Nations Unies sensibilisent et font le bilan des avancées de la lutte au Bénin. Axel Doncy et Bruno Rotekbo ont pris part à cette cérémonie. Dans les esprits, il reste encore. Dans la tête, il trottine. Le virus du sida continue de faire des ravages. La présente cérémonie marque la 31e édition de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-sida. Et loin d'être une célébration festive, elle rappelle plutôt les comportements à adopter pour une vie saine sans cette pandémie. Le thème retenu pour cette année est « Les organisations communautaires font la différence ». Le thème vient à point nommé parce qu'il nous rappelle la partition qui est la nôtre pour booster hors de nos frontières ce fléau qui est et reste un ennemi redoutable du développement. Cet événement met en exergue une fois encore la volonté affichée du chef de l'État et de son gouvernement à travers le programme d'action du gouvernement de placer l'homme au centre du développement, surtout avec l'ambition déjà actée de procéder à l'élimination progressive et irréversible des grandes endémies que sont notamment le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les IST et les hépatites. Dans un même élan, ils s'inscrivent tous. Pour l'État autant que pour les partenaires techniques et financiers, la problématique est brûlante, mais des actions ont été menées pour maintenir la lutte. Un taux d'acceptabilité du dépistage de 98,95% grâce à la sensibilisation et au conseil. Le dépistage de 22 097 personnes des populations clés, aussi bien dans les laboratoires, en campagne de masse et au sein des services adaptés, avec un taux de séropositivité de 3,72%, la sensibilisation de 14 045 nouvelles travailleuses de sexe et services de bar et de 6 232 nouvelles personnes privées de liberté, la sécurité transitionnelle dans tous les centres qui s'occupent de la collecte, de la qualification et de la distribution des produits sanguins, l'augmentation du nombre total de sites de prévention de la transmission de la mère à l'enfant, de 1012 à 1108, améliorant l'accès aux services de la prévention de la transmission mère-enfant du VIH. En 2018, plus de 23 millions de personnes vivant avec le VIH étaient sous traitement au niveau global. Partout dans le monde, les organisations communautaires jouent un rôle de premier plan et à cet égard, elles aident les personnes touchées à faire valoir leurs droits, favorisent un accès sans stigmatisation à des services sociaux, à des services de santé et veille à ce que les services bénéficient aux personnes les plus vulnérables, les plus marginalisées et exercent des pressions. Des résultats positifs qui sonnent encore plus dans les oreilles de ces acteurs de lutte contre cette pandémie. Cette 31e édition donne aussi l'occasion à la Fondation Claudine Talon de lancer un jeu concours en direction des apprenants des collèges et lycées afin de porter à leur connaissance comment éviter le sida. Un dépistage gratuit a mis un terme à cette cérémonie. Pour
Pour aussi marquer la journée de lutte contre le sida, le Conseil départemental de lutte contre le paludisme, la tuberculose, le VIH-Sida, les hépatites et les épidémies a organisé ce dimanche une séance de sensibilisation. Elle a eu lieu à la mairie de Cotonou, partenaire de l'événement. Généal Afouda Moussi Agoka et René Arossi. Des jeunes du littoral informés et sensibilisés sur le VIH-Sida. La séance s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la 31e journée mondiale de lutte contre la pandémie. Pour cette année, elle porte sur le thème « Les organisations communautaires font la différence ». Ce thème met en évidence le rôle que jouent les organisations communautaires dans la lutte contre le sida. En effet, ces organisations communautaires regroupent les réseaux d'ONG, les pairs, éducateurs, les associations des personnes vivant avec le virus du sida ou affectées par la maladie. La rencontre est initiée par le Conseil départemental de lutte contre les épidémies du littoral. Il n'est plus à démontrer que l'engagement et le leadership des communautés augmentent l'efficacité et minimisent l'effet des mesures de riposte au VIH, surtout en termes de prévention. Les organisations à base communautaire sont le moyen le plus efficace pour atteindre les personnes vivant avec le VIH, ainsi que les populations clés et la population en général. Tout le dispositif communautaire est en cours de renforcement afin d'assurer une couverture santé universelle avec au centre la réponse au VIH-Sida. Le thème de cette journée mondiale offre l'opportunité de mettre davantage l'accent sur tout le travail fait par les organisations à base communautaire et de les encourager. Outre le partage d'expériences et les communications, les participants à cette rencontre ont également eu droit à un dépistage gratuit du VIH. Actualité politique à présent, sortie officielle hier samedi à Cotonou de la Ligue progressiste des élus UP du littoral. Ce réseau de députés et d'élus locaux est installé pour consolider la présence de cette formation politique dans les 15e et 16e circonscriptions électorales. Lénaï Kagwazao, Edmond Hongbo. Qui tient Cotonou, tient le pays. C'est fort de cela que l'Union progressiste procède ici à l'installation de la Ligue provisoire de ses élus au niveau du littoral, toutes catégories confondues, députés à l'Assemblée nationale, élus locaux et communaux des 15e et 16e circonscriptions électorales, membres de la famille politique des progressistes, se retrouvent donc désormais ensemble au sein d'un même creuset. Les élus, il s'agit des élus locaux, des élus communaux et des députés à l'Assemblée nationale. Ici, nous sommes en train de mettre la Ligue provisoire des élus de Cotonou. Donc ce que vous avez vu dans la somme, près de 1200 élus locaux, ce sont des élus UP qui ont décidé de se fédérer et d'avancer un peu la mise en place de cette Ligue-là. C'est provisoire parce que nous attendons que l'installation des cellules de base soit officiellement lancée avant de formaliser la Ligue. Donc comme nous sommes prêts et que nous voulons célébrer l'anniversaire de l'Union progressiste et que nos élus locaux sont prêts, on a dit donc c'est déjà un embryon, c'est provisoire et ça se transformera bientôt quand le top sera donné par la direction du parti. Les militants UP n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Ils ont massivement fait le déplacement. Avec eux, les récentes lois votées au Parlement et les réalisations du PAG dans le littoral ont été aussi abordées. Désormais, il y aura forcément une femme par circonscription lors des élections législatives. Et ça va démarrer très prochainement. Donc je pense que la place des femmes, la question de la place des femmes est en train d'être réglée à un certain rythme et très bientôt nous allons en voir les bénéfices. Ne vous inquiétez pas pour cela. En plus, les partis ont conscience que sans femmes, on ne peut pas aller au développement, que c'est une question de justice sociale. La force de frappe de l'Union progressiste n'est plus à démontrer. Parti majoritaire de la mouvance présidentielle, il constitue aujourd'hui une formation politique de taille. 46 députés sur 83. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Union progressiste a la majorité absolue pour faire tous les textes
concernant les élus locaux. Que les gens ne se trompent pas de débat ni de combat. Le littoral vient ainsi d'ouvrir le bal des ligues provisoires des élus UP à installer par département. Un réseau qui entend renforcer la mobilisation des militants à l'occasion des prochaines joutes électorales. Les divers crimes commis à Savalou et à Banté seront jugés du 2 au 13 décembre 2019 au tribunal de première instance de deuxième classe de Savalou. C'est l'annonce faite vendredi dernier par le procureur de la République du tribunal de Savalou au cours d'un point de presse. Plus de détails avec Ronald Robinson. Ousmane Aledji, procureur de la République du tribunal de première instance de Savalou, annonce solennellement l'ouverture officielle de la première session criminelle pour ce 2 décembre 2019. C'est dans un contexte de réforme où le législateur a modifié le code de procédure pénale et instauré le principe de double degré de juridiction en matière criminelle en supprimant la cour d'assises. Désormais, les tribunaux de première instance connaissent en premier ressort les dossiers relatifs aux crimes et ce, conformément aux dispositions de l'article 249 nouveau à son alinéa 1er du Code de procédure pénale qui crée dorénavant au sein des tribunaux de première instance une chambre criminelle avec une plénitude de pouvoir pour juger en premier ressort les personnes renvoyées devant elle par ordonnance ou arrêt de mise en accusation. Au rôle pour le compte de cette première session criminelle, 10 dossiers concernant 14 accusés. Des dossiers reflétant les réalités socio-criminelles de Savalou et de Banté, deux communes sous la juridiction du tribunal de première instance de Savalou. Il est à préciser que parmi les dossiers, il y a un dossier de coups et blessures volontaires ayant entraîné une infirmité permanente, un dossier de séquestration et extorsion de fonds aggravés, un dossier de viol sur mineur de moins de 10 ans, 3 dossiers de coups mortels, 2 dossiers de meurtre et de complicité de meurtre, un dossier de trafic d'organes ou d'ossements humains, un dossier d'assassinat et de recel de cadavres. Soucieux de la quiétude et de la sécurité des populations de Savalou et de Banté, le procureur de la République les invite du lundi 2 au vendredi 13 décembre à assister aux diverses audiences prévues en vue de s'informer sur le mécanisme judiciaire et tirer des leçons des situations à passer en jugement. 8e édition de la quinzaine pour l'emploi. Il s'agit d'un événement qui va durer 15 jours et au cours duquel tous les acteurs du système de la promotion de l'emploi vont réfléchir à des solutions aux problèmes de chômage au Bénin. Le ministre de la promotion de l'emploi, Modeste Kérékou, a annoncé la quinzaine pour l'emploi à travers un message. Je vous propose de le suivre au micro de Océane Amoussou et de Simon Vignon. Dès demain, lundi 2, et jusqu'au 13 décembre 2019, se déroulera sur toute l'étendue du territoire national la 8e édition de la quinzaine nationale pour l'emploi. Cette action de portée nationale se déroule simultanément dans tous les départements du Bénin et comporte diverses activités de promotion de l'emploi. Pour cette année 2019, le thème central retenu est « Emploi et compétences ». Quelle synergie entre les acteurs pour une intermédiation réussie. L'objectif global poursuivi par cette quinzaine est de mobiliser l'opinion publique autour de la promotion de l'emploi au Bénin durant les 15 jours retenus. Chers jeunes diplômés sans emploi, je vous y invite particulièrement et instamment et souhaite à chacun et à tous bonne chance. Intéressons-nous maintenant au Conseil international des professionnels du protocole et des relations publiques qui a tenu hier samedi une assemblée générale constitutive. Il sera question d'installer leur réseau. On fait le point avec Fifame Salomé Atadeji.
Né en 2015 en Côte d'Ivoire à Abidjan, The International Protocol and Public Relations Board, IPPRB, un réseau qui réunit les professionnels des relations publiques et du protocole, voit enfin le jour au Bénin. Aujourd'hui, c'est un grand jour à Cotonou où nous allons voir naître IPPRB Bénin, qui existait de fait, mais qui n'avait pas une base juridique. Aujourd'hui, c'est chose faite et pour moi, c'est une satisfaction morale. Les relations publiques sont bénéfiques aux entreprises et organisations lorsqu'elles sont bien organisées et structurées. L'IPPRB Bénin entend donc valoriser le métier de chargé de protocole et des relations publiques. Les relations publiques exigent la prise en compte de deux éléments fondamentaux que sont la perception positive des participants et l'évitement de toute frustration. Intervient alors donc le protocole pour régler ces questions-là. Vous pouvez encore compter sur le soutien du maire de Port-Gentil, vous pouvez encore compter sur les autorités de la République gabonaise, vous pouvez compter sur l'engagement et l'enthousiasme qui animent les membres de l'IPPRB au Gabon. IPPRB Bénin, nous souhaitons vivement que cette organisation puisse faire bénéficier à nos frères béninois des connaissances des uns des autres pour développer ce noble métier qui est le protocole. Intégrité, travail et solidarité. Ce sont là trois grandes valeurs que promettent de promouvoir ces nouveaux membres du Conseil international des professionnels du protocole et des relations publiques. Dans le département des Collines, je vous le disais, le gouvernement honore ses engagements de sortir les populations de certains villages de Savet et de Wessé de l'obscurité via l'énergie solaire. 2 mini-centrales ont été mises en service. Compte rendu Brestibozo, Jérôme Hongwa. Dans son ambition de donner de l'électricité à toutes les populations rurales, le gouvernement a choisi de valoriser l'énergie solaire. Nous sommes ici à Okeowo, arrondissement de Lokpara, commune de Savet, où une mini-centrale est connectée à un mini-réseau. La mini-centrale est d'une puissance de 20 kW crête. 48 batteries de 2900 ampères. Ce stockage, en cas de problème, peut vous fournir de l'énergie pendant au moins 3 jours. 3 onduleurs réseau ont été installés. Et pour vous permettre d'avoir la lumière à travers le village, 10 lampadaires solaires ont été installés. C'est ça qui garantit l'éclairage et qui donc la sécurité dans ce village. Pour Okeowo et ses environs, un projet de renforcement et d'extension du réseau est en cours. Je crois qu'avec cette infrastructure, c'est une manière de nous éloigner de l'hégémonie du Nigeria. C'est une chose à saluer. Et c'est pour ça que je dis merci à tout le monde, et particulièrement au chef de l'État, le président Talon. Il me manque des mots pour remercier le président de la République pour ce gigantesque géant qu'il nous a eu à faire, parce que nous étions dans l'obscurité. Aujourd'hui, il y a l'éclairage. On ne sait comment remercier le président de la République. Autre localité bénéficiaire d'une mini-centrale, Djegbe, Lokossa dans la commune de Wessé, toujours dans le département des Collines. À partir d'aujourd'hui, l'obscurité va reculer à Djegbe, dans la commune de Wessé. Sachez qu'aujourd'hui, l'État a remis cet ouvrage dans votre main. Ne permettez pas aux enfants de s'y approcher. Ne permettez pas aux enfants de lancer des jets de pierre. Les panneaux solaires sont des ennemis des jets de pierre. Si vous les laissez faire, un est gâté dedans, à chaque fois la puissance diminue. Parce que dès qu'un jet de pierre atteint la surface en haut, le panneau ne fonctionne plus. Wessé, commune à fort potentiel agricole, se réjouit de cette oreille attentive du chef de l'État à travers ce cadeau de fin d'année. Si 2015 Uroko et Wafi, Borode Minablomione, Mirofi, Bayabe, nous avons 2019, Boa lancé Gbedi. A Tchekoupa, des Minadok, président, Nikuda Zordo, et Doué Noblo,
et me bono do mano bloa do ono ado ke gene mi do fi mi kanu mo de ja me de wa to me dion e gbovoni de meleno ado do wese sino wese yin to ko do tanu mi kanu ko ka do fi jini kun de no go si fi akagban azingban de no go si fi o supo mi ka do alia mi mo sian mi do kuran me gbedin bo mi amo kuran mi na ko ka do sian po ali okori mi bo e na yin bo na blo bo e no mi na do pe toni ta no bo e lo so ni kudazo okudo mekan ho ina na nkon yi to hoton bo to horando na do wiza o me bi anto to ho dagba karo mi olo ko do 20 minutes to me den lidi to gandin o ma o to gan lori mi ni wa ni to gan do yi taun we ben to gan mi ton mi do wa ni de su taun si do wa yan de je gbe zanji din ma wa nu pero o ve jegbe ton edo aye me mi din mi se tan sin gbe do to gbe o every mi de su o tan ni so ni de so wa to me fi ran vi mi de su. Le projet de valorisation de l'énergie solaire POVES est une alternative salvatrice pour les populations des zones reculées. Elles pourront aussi mener à bien leurs activités génératrices de revenus. L'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme, longtemps restée une référence, doit aujourd'hui assurer sa pérennité. La 37e session du conseil d'administration des États membres de l'école porte sur les différentes pistes à explorer pour maintenir le cap. Les travaux ont été lancés vendredi dernier. Edmond Hungbo, Herman Rodrigue, Amégan. 43 ans, 1200 cadres de haut niveau formés aux métiers de l'architecture et de l'urbanisme. Entre les exploits du passé et les challenges de l'avenir, l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme veut fondre l'armure d'un confort illusoire pour répondre amplement aux défis de l'heure. La tenue de cette 37e session du conseil d'administration constitue un tournant décisif dans la phase de mutation de l'institution, notamment son adoption du système LMD et son positionnement en tant qu'école de référence dans les pays africains. Une école qui dresse le pont entre l'Afrique centrale et occidentale, fruit de la coopération entre 14 nations. Il n'est point question d'aplanir le chemin à sa déchéance. Plus encore maintenant, dans un contexte africain où la main-d'œuvre qualifiée en termes d'art de construire et d'aménager est fortement sollicitée. Nous avons en face de nous les ODD 11, des villes sûres, inclusives, résilientes et durables, dans un contexte de changement climatique qui se fait de plus en plus difficile, où les exigences d'une planification climat et surtout d'une gestion d'infrastructures devraient nous amener à accroître fondamentalement la résilience de nos villes et offrir un meilleur cadre de vie à nos populations. Nous pensons que si l'EAMO n'est pas capable de répondre à ce défi que toute l'Afrique attend d'elle, elle devrait se remettre en question. Ensemble, ils vont poser les jalons d'une restructuration de l'EAMO. Les assises de Cotonou se présentent comme un repère pour redresser une courbe qui semble décliner. Pierre Laporte, ancien directeur régional de la Banque mondiale pour le Bénin et la Côte d'Ivoire, a été fait commandeur de l'Ordre national du Bénin. Il a été décoré au ministère des Affaires étrangères. Le point avec Génial Afouda Monsiagoka et Daniel Ada. Pierre Laporte, ancien directeur régional de la Banque mondiale pour le Bénin et la Côte d'Ivoire, est fait commandeur de l'Ordre national du Bénin. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons commandeur de l'Ordre national du Bénin. La cérémonie fort symbolique témoigne des qualités de l'homme d'origine séchelloise. Il a été, comme moi, ministre de l'économie et des finances. Pierre Laporte est passé au Fonds monétaire international, où il a été notamment représentant résident pour le Fonds monétaire au Niger. Je veux souligner notamment le gros travail que nous avons fait avec le ministre du cadre de vie ici sur l'assainissement pluvial, où nous avons fait une table ronde qui a été bouclée en un temps record, le reprofilage de la dette qui a été fait avec le ministre de l'économie et des finances. L'impétrant, reconnaissant de l'honneur que lui fait le Bénin, exprime ici toute sa gratitude. Je tiens à vous remercier et à vous encourager, chers partenaires, pour le bien-être des Béninois, à continuer à vous surpasser
et rester motivés pour accompagner le Bénin dans la voie de son développement. Pierre Laporte vient d'être nommé au poste de directeur régional des opérations de la Banque mondiale pour le Ghana, le Libéria et la Sierra Leone. 123 ans que Glehwehwe existe. L'édition 2019 a été lancée hier samedi. Glehwehwe, c'est une occasion de retrouvailles des filles et fils de Ouida. Daniel Ada et Nicanor Kovi nous relatent les temps forts du lancement de cet événement. Une vasque enflammée à plusieurs mains pour symboliser l'union retrouvée des hommes et femmes de la cité de Kpassé. Un geste au relent olympique pour sonner le grand rassemblement. Un feu allumé pour annoncer le départ d'un Glehwehwe spécial à 3 égards. Lorsqu'on considère l'origine assez récente de Glehwehwe, on se rend compte que nous sommes à la 123e édition. Lorsqu'on prend la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception, le 8 décembre prochain, nous allons fêter ses 110 ans de consécration. Et la même basilique est devenue basilique mineure il y a 30 ans. Vous comprenez donc qu'il y a 3 événements majeurs qui font que tous les fils de Ouida sont obligés d'être en joie. La joie des Glehwenou à retrouver dans ce tableau, inspiré de la diversité culturelle et cultuelle de Ouida. Son signataire, le chorégraphe Alade Kofi Adolphe, y prône l'union des filles et fils du terroir, tout autant que l'autorité communale, soucieuse d'un bon héritage à laisser à la postérité, à l'heure du bilan de 122 ans de fête identitaire. Ce qui nous a manqué, ce n'est pas des hommes de qualité, encore moins les carnets d'adresse. Ce qui nous a fait défaut cruellement jusqu'ici, c'est plutôt la cohésion, la confiance, l'harmonie, le dialogue, la tolérance et l'ouverture d'esprit qui devraient nous prédisposer à nous enrichir de nos valeurs et de nos différences au lieu d'en faire des motifs de rejet et de haine gratuite. Glehwehwe est quelquefois en délicatesse avec ses affaires domestiques, mais elle est couvée du regard tout là-haut par la force de son incroyable longévité. Le ministère de la Culture mesure l'envergure de ce grand événement qu'est Glehwehwe pour le gouvernement en ce qu'il constitue un outil sensible pour l'accroissement du flux touristique sur la ville et sur le pays. C'est pourquoi nous travaillons, les cadres du ministère et moi-même, en relation avec les acteurs locaux pour repositionner les fêtes identitaires, témoins de notre riche patrimoine immatériel. Avec la bénédiction des dignitaires de culte de tous bords, Glehwehwe est ainsi reparti pour un 123e tour de piste. Dans ce concert de toutes les voix de la cité historique, la dernière partition sera livrée le 8 décembre prochain, date de l'habituel pique-nique qui va mettre un point-virgule à cette édition en attendant Glehwehwe 2020. D'une fête identitaire à une autre, du 28 au 30 novembre dernier, les populations de Révier étaient en fête. Révier-Houé, c'est le nom de cet événement culturel. Compte rendu. Les populations de Révier en liesse pour célébrer leur fête identitaire Révier-Houé. 3 jours de spectacles et d'animations au cours desquels les fils et filles de Révier se sont retrouvés pour valoriser leur culture. Révier a un peuple, une langue, une histoire et par ricochet une culture qui apparaît aujourd'hui comme l'un des viviers les plus importants à actionner pour réhabiliter et relancer l'économie tout en produisant du sens. Au rang des participants à ce festival, des sages, têtes couronnées et d'hommes politiques. Révier-Houé n'est rien d'autre qu'un creuset qui, au-delà de son caractère festif, doit rassembler, doit unir et doit fédérer l'ensemble des énergies autour du développement de notre arrondissement. C'est ça ce qui devrait être et ce qui doit être le seul et unique objectif de cette fête. Je voudrais inviter les filles et fils de Révier à s'unir, à enterrer la hache de guerre pour construire un Révier nouveau sur des fondamentaux qui
connaîtront l'adhésion de tous. Nul ne sera de trop pour l'édification de Révier. Révier-Houé, deuxième édition, se referme ainsi, laissant aux natifs de cet arrondissement une envie d'être déjà à la prochaine édition. Le pont entre la Chine et le Bénin brille de 1000 couleurs depuis quelques jours. Des artistes plasticiens des deux pays exposent ensemble leurs œuvres au Centre culturel chinois de Cotonou. Occasion d'échanges sur les techniques de travail, mais aussi de brassage culturel. Rencontre, c'est le nom de cette exposition dont le vernissage a eu lieu en présence de Daniel Ada et de Nicanor Kovi. Une chaumière sous le ciel bleu. Un paysage de campagne, des coins de Chine emprisonnés dans la toile et mis en spectacle dans cette exposition. Ici, au Centre culturel chinois de Cotonou, les pinceaux se croisent dans une rencontre de couleurs. Quatre artistes chinois sont dans nos murs, mais en même temps avec un certain nombre d'artistes béninois pour échanger, pour exposer ensemble et partager les techniques de travail dans le cadre de ce dialogue des cultures. Le contraste de réalité est clivant dans ce dialogue des cultures. Gouda, offrande à l'Egba, gardien de la cité. Ici, les maîtres béninois opposent leur spiritualité au surnaturel chinois et le public en raffole. Je pense que ce sont des jolies œuvres. L'ami de mon ami est mon ami. Le titre de cette série de toiles de la chinoise Chang Huahua. Plus loin, des représentations de la condition humaine qui bouleversent le visiteur, tout autant que l'intime réalité de ce nu africain devant un mur voyant. À observer chaque toile, nous lisons la personnalité de chaque artiste. C'est ça qui crée encore la richesse de cette exposition. Sensation d'extase devant la richesse chromatique de cette rencontre fascinante. Sans nul doute, un témoignage de l'universalité de l'art, pris ici dans un étau de métissage, façon Chine, façon Bénin. Merci à vous, Nicanor Kovi. Et bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.